Ce qui frappe dans votre vision de ces mondes d'Aldébaran, enfin en tout cas ce qui me frappe, c'est le mélange entre la nouvelle technologie, une technologie du futur, et puis des choses qui sont vraiment de l'ordre de notre passé à nous, c'est-à-dire des voiliers ou des armes, des mitraillettes qui ressemblent plus à celles d'il y a 50 ans qu'à celles d'aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu mixer ces deux approches? Ça se passe surtout pour le premier cycle Aldébaran, parce qu'ils avaient imaginé qu'ils sont restés un siècle séparés de la Terre. Un siècle, c'est long. Et les premiers gens qui arrivent, ils ont les choses de haute technologie. Ils ont des véhicules, des avions, des hélicoptères, des armes modernes, tout. Mais dans un siècle, commence à tomber en panne. Ils n'ont pas de réposition, ils ne peuvent pas maintenir ces genres d'appareils. Et même les gens qui avaient la connaissance meurent. Et les gens qui naissent dans la planète, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'université, ils apprennent comme ça. Et sûrement le niveau technologique de toute la population baisse. Et ils sont forcés d'utiliser les choses les plus faciles à faire, qui l'hélicoptère, un avion. Et c'est les bateaux à voile, c'est les dirigeables, les chariots, des choses comme ça. Et la seule chose que j'imaginais qui restait, et qui sont assez endurants pour survivre un siècle, c'est des armes. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on a des armes de la Première Guerre mondiale qui marchent parfaitement. Non? Même les modèles, c'est le même. Les Colt automatiques, c'est le même qu'il y avait dans le début du siècle XX. Alors, les armes restaient, et j'avais imaginé, pour faciliter un peu la chose, c'était un genre de pile inépuisable avec un moteur couplé qu'ils utilisent pour les chariots, des choses pour l'avion, pour certaines choses qui restent de haute technologie. Et dans les autres voyages, ils n'ont pas ça, ces problèmes. Dans le Telgeo occidental, ils n'ont pas ces problèmes. Mais ils sont loin. Ils ont difficulté à transporter les choses. Ils ont peu de matériel. Non? Et les armes sont toujours le même principe. J'aime garder le même principe, fusil avec balles explosives. Et là, j'aime bien fusil laser avec Kim là, dans le Benetton pour donner un peu de modernité à la chose. Ça vous arrive parfois de donner quelques explications qui se veulent scientifiques ou techniques sur justement les engins, leur mode de propulsion, etc. C'est pour se faire plaisir ou pour donner plus de crédibilité à votre récit? Les deux choses. J'aime bien, quand j'invente la chose, d'avoir l'explication. Je suis capable d'inventer sans avoir une explication au moins dans ma tête. Non. Même si c'est complètement inutile pour l'histoire. Et avec ça, j'ai mis ces explications, c'est tout dans les barans, donc j'explique comment fonctionne, je sais pas, la voiture qui volait, là. C'est une explication complètement fausse, complètement bidon, impossible. Mais ça donne l'impression que c'est un truc véritable, non? Et ça aide à que les lecteurs trouvent plus crédible toute l'histoire. Mais c'est vraiment une explication qui ne marche pas. D'ailleurs, je crois que vous avez reçu un courrier d'un scientifique qui vous a démenti la crédibilité de votre... En lettre, disait que c'est complètement impossible. Bien sûr que c'est impossible. Mais ça paraît possible. Mais par contre, pour vous, c'est important d'y croire et donc de vous inventer déjà chez vous le mode de fonctionnement. Oui, dans ma tête, il fallait... Quand j'ai cueilli la voiture qui vole, par exemple, je me disais, comment ces voitures volent? C'est pas possible. Ils sont d'ici à 250 ans, les trucs qui volent. On voit partout dans le futur, des choses qui volent comme ça, on ne sait pas comment. On dit, mais comment? Je voulais dans ma tête trouver quelque chose. Alors j'imaginais ces tubes-là, en tambour, là, qui substituent les roues. C'est là-dedans que les trucs qui fait voler. Alors j'imaginais un principe comme ça, un peu, qui semble réaliste. Et sinon, pour moi, ça n'allait pas, quoi. Il fallait avoir une explication. Je me souviens par ailleurs, j'ai travaillé une autre histoire avec Sergio Garcia, il m'a fait un scénario pour lui en espagnol. Et dans son histoire, dès la première case, il y avait un bateau qui vole. Et j'ai dit, bon, il a un style beaucoup plus caricatural que le mien. Moi, on m'a dit d'avoir l'explication, je pose la question au Sergio, il me dit, ton bateau, comment il vole? Mais il cadre comme ça, on s'en fout complètement. Enfin, pas vous apparemment. Un des autres aspects de la série qui saute aux yeux dès qu'on y plonge, c'est votre bestiaire.
tous ces animaux aux formes incroyables, aux capacités incroyables, ceux qui peuvent sembler inoffensifs, qui ne le sont pas, etc. C'était une idée forte dès le départ que vous aviez de développer un bestiaire aussi imaginatif? Au début les animaux faisaient partie de cette planète-là que j'avais imaginée. Donc je me suis dit, comment va être ma planète Aldébaran, non? Et cette planète sauvage, comment je vais la dessiner? Quel aspect elle aura? Je me suis dit, je vais dessiner la végétation à peu près semblable à l'autre pour ne pas me perdre complètement et faire des choses trop mirobolantes. Je voulais quelque chose de plus crédible, non? Alors j'imaginais, bon, les plantes vont, dans une planète semblable à la Terre, vont être semblables aux plantes de la Terre, non? Et quand on commence à lire Aldébaran, on pense que c'est la Terre, non? La côte, la végétation verdoyante, une plage, on dirait le Brésil. Je même utilise les choses du Brésil parce que c'est exotique. C'est tout ici. Mais il disait, bon, il faut faire quelque chose aussi pour montrer qu'on est dans une autre planète, qu'il y a des dangers inconnus, des bêtes différentes, quoi. Alors, c'est les bêtes qui allaient introduire ces côtés planète lointaine, planète inconnue. Et je pensais même ici, on fait une bête très étrange dans une ambiance un peu familière, comme je dessine dans le Baran, ça crée un choc plus grand encore. Si tout était complètement délirant dès le départ, partout, la bête, elle se perd dans d'autres choses délirantes, elle n'a pas le même impact. Alors je faisais le paysage à peu près semblable à la Terre, mais des bêtes différentes, et surtout quand j'avais besoin de bêtes dangereuses pour l'histoire. Alors il fallait inventer des formes complètement différentes. Et là, c'était amusant à faire, de chercher des choses complètement mirobolantes. Mais après, je me rends compte que les bêtes assument une importance énorme dans l'histoire. Avec la rencontre avec les gens, le lecteur, je me rends compte que les bêtes sont quelque chose qui marque les gens. Ça m'oblige à chaque fois que j'ai inventé une bête à inventer des choses, à faire avec beaucoup d'attention, faire une bête de plus en plus crédible, différente, ne pas tomber dans n'importe quoi. Encore là, j'ai besoin d'explication de la chose, non? Pas inventer une bête qui n'a pas de sens, qui n'est jamais pour rester. J'ai toujours essayé de voir la bête, comment elle vivrait, elle s'alimente comme ça, hein, qu'est-ce qu'elle fait, comment, les os, le squelette, les dents. J'ai toujours essayé de trouver une explication. Par exemple, dans Betelgeuse, il y a cette bête horrible là qui éjecte une flèche comme ça, il transpasse là. Qu'est-ce que tu as cycle d'un homme? Et quelqu'un m'a dit, écoute, ta bête là, c'est tout qu'elle éjecte là, pour transpasser une os externe de l'homme, c'est trop. C'est dur, c'est une force gigantesque. Il tombe là, un truc comme ça, et c'est un os qui sort de l'animal, il n'a pas assez de poids. Il dit, non, c'est pas un os, c'est un os, mais des dents, il a du métal. Parce que cet animal, cumule du métal, du plomb. Alors c'est de l'eau, ce truc qui l'éjecte. Ah. Vous avez une explication à tout, en fait. Il faut. À la fois dans ce bestiaire, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit jeu que vous créez consciemment ou inconsciemment avec le lecteur. Autant il y a certaines bêtes qui apparaissent terribles, je dirais, dès qu'elles apparaissent dans vos cases. Autant sur celles qui semblent a priori inoffensives, il y a toujours un doute où on se demande si dans les cases qui vont suivre, est-ce qu'elles vont le rester ou est-ce qu'elles vont devenir dangereuses, en tout cas pour l'homme. C'est un jeu volontaire que vous instituez? Oui, j'essaye de reproduire un peu ce qu'on voit dans la nature entre nous aussi, non? Ici, parce qu'il y a des bêtes qu'on pense qui sont des bêtes très mignonnes, et à la fin, sont des bêtes dangereuses. J'imagine que j'essaie de reproduire ça aussi, non? Ne pas faire toutes les bêtes horribles, mais faire des bêtes belles aussi, et même les belles parfois sont dangereuses. J'imaginais par exemple un panda, un panda, on pense que c'est un petit nounours, c'est un ours, lui, qui est dangereux. J'ai voulu faire la même chose dans mes bêtes, quoi. Ne pas rester seulement des choses horribles, et parfois jouer avec cet aspect comme ça, parce que les hommes qui arrivent, ils regardent la bête, ils ne savent pas, il y a toujours un côté comme ça, des doutes, reste dangereux, quelque chose de...
Pour la recherche graphique de ces animaux et de cette faune et de cette flore, ça vous demande beaucoup de recherche, justement. Vous tâtonnez pour trouver, ou bien alors vous documentez, vous allez rechercher des bêtes de la forêt amazonienne peu connues du lectorat européen, ou bien alors c'est vraiment à l'inspiration pure et vous partez comme ça à l'aventure? C'est un mélange de tout. Parfois, en écrivant le scénario, par exemple, j'ai besoin d'une bête dangereuse, une bête qui va tuer du monde, va faire très menaçante. Et en écrivant le scénario, cette bête me vient un peu près dans la tête. Parfois pas du tout. Je sais que j'ai besoin de ce type de bête, mais j'ai aucune idée dans la tête. C'est au moment de dessiner que je vais chercher l'idée de la bête. Et à ce moment-là, soit l'idée me vient comme ça, en faisant des petits copains, la bête, je regarde, non, c'est une bonne idée, ça prend relativement vite, et soit ça ne prend pas du tout, ça ne marche pas du tout. Là, il faut rechercher. Et là, comme vous avez dit, là, je vais chercher de l'inspiration dans les bouquins des bêtes bizarroïdes, des insectes. Les insectes, une source incroyable, on utilise un insecte pour faire une bête énorme. La forme, l'insecte, c'est tout la gueule de l'insecte, c'est horrible. Des insectes très moches, des poissons de profondeur, des choses comme ça. Et des dinosaures. Les dinosaures, c'est inépuisable aussi. La forme des dinosaures, c'est incroyable. J'essaye justement de mélanger les choses et de rester crédible, pas faire une bête n'importe quoi que les gens voient et disent ça jamais pour résister. J'essaye d'être crédible, de faire la bête appropriée pour cette scène, pour ce qui va se passer. Est-ce qu'on verra dans le cycle Antares la mentrice qu'on a donc croisée et dans Aldébaran et dans Bételgeuse? Ou est-ce que c'est vraiment un cycle où la mentrice n'apparaîtra pas du tout? Non, on ne paraît plus. C'est-à-dire, on va avoir référence à elle à quelques moments, mais non, on ne paraît plus. Je trouvais que c'était déjà trop exploité. Il fallait un peu finir. J'espère que j'explique dans le 5e tome de Bételgeuse. Et là, mais il va y avoir une certaine liaison à la fin. Mais vous n'en direz pas plus? Non. Je ne sais pas encore les détails, justement. Antares, ça sera 5 tomes ou plus? Je l'ai ouvert, peut-être 6. Aujourd'hui, j'ai 6 dans ma tête. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à repartir sur une 4e planète ou vous avez l'impression qu'une fois Antares terminé, vous aurez fait le tour? Non. Non, je laisse ouvert comme ça. Mais comme c'est si long à faire, je laisse ouvert. Je n'ai pas envie de m'arrêter, non. C'est pas votre préoccupation du moment, mais vous avez encore votre imaginaire encore là pour imaginer un autre voyage. Tout à fait.